Bonjour, c'est M. Dramé. Alors nous allons faire une nouvelle vidéo qui va s'intéresser à la leçon intitulée Les causes générales de la décolonisation et l'affirmation du tiers-monde. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai également fait un sous-titrage de la leçon qui a comme titre, pour ne pas me répéter, la décolonisation et l'émergence des États du tiers-monde. Alors, parmi les causes générales de la décolonisation, on peut avoir deux catégories, celles qu'on va appeler des causes externes et des causes internes. Alors, avant d'expliquer la leçon en profondeur, on va faire un bref listing des causes qui sont dites externes et celles qui sont dites internes. Parmi les causes externes, on peut citer l'impact des deux guerres mondiales, le fardeau colonial, la guerre froide, l'action de l'ONU, mais aussi le regard qui a été porté par les deux super grands contre la colonisation. On peut aussi citer le rôle qui a été joué par l'Église. Et parmi les causes internes, on peut retenir la prise de conscience des Africains, particulièrement après leur participation aux deux guerres mondiales. Également le combat des intellectuels africains, le nationalisme des leaders africains et asiatiques, parce que quand même la décolonisation intéresse ces deux continents, c'est-à-dire l'Afrique et l'Asie, mais aussi le changement de mentalité qui a été opéré face à l'oppression et à l'exploitation. Particulièrement cette oppression qui était ciblée sur les paysans dont les terres étaient expropriées. Il y a également comme cause interne la lutte portée par quelques grands syndicats de l'époque, la mise en place de partis politiques qui n'est rien d'autre que la lutte prolongée des intellectuels, et terminée par une cause interne majeure qui va être qualifiée d'émergence du tiers-monde. Je vous invite d'abord à suivre un petit film, un film documentaire qui va retracer l'ensemble ou la majeure partie des causes de la décolonisation en terre africaine et en Asie. Depuis le XVIe siècle jusqu'au seuil du XXe, le rayonnement et la domination de l'Europe sur le monde n'ont jamais cessé de progresser. Cette suprématie sort affaiblie du premier conflit mondial qui voit émerger dans la plupart des colonies des idées d'émancipation. La Seconde Guerre mondiale fait définitivement perdre aux puissances coloniales le capital de prestige acquis bien souvent par la force. En outre, les deux grands vainqueurs de la guerre, soviétiques et américains, sont hostiles au fait colonial. Les premiers qui prônent la révolution mondiale se présentent comme des champions de l'anticolonialisme. Les seconds défendent le droit des peuples à choisir leur forme de gouvernement. En 1945, le principe de la décolonisation de l'Inde est acquis. En septembre de la même année, le leader communiste indo-chinois Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam. En Indonésie, les indépendantistes menés par Sukarno font de même au moment de la capitulation du Japon. Les puissances coloniales rejettent toute idée d'émancipation et restent convaincus que la perte de leur colonie signifierait la fin de leur statut de grande puissance. Vaincus militairement dès 1940 pour certaines, acculées à la défensive et menacées d'invasion pour d'autres, les puissances coloniales sortent profondément affaiblies du second conflit mondial. Il leur faut tout à la fois reconvertir leur infrastructure industrielle, remettre sur pied leurs économies et reconstruire des villes et des régions parfois entièrement dévastées. Plus encore qu'en 1918, la guerre a définitivement fait perdre aux États européens le capital de prestige dont ils bénéficiaient dans le monde depuis près de 4 siècles. En Asie notamment, les Japonais ont tout fait pour promouvoir pendant la guerre le thème de l'anticolonialisme contre les Blancs et n'ont pas hésité dans les territoires qu'ils occupaient à soutenir les mouvements indépendantistes naissants. De même, les Alliés ont assimilé leur combat tout au long du conflit à une croisade pour la liberté face à des États fascistes conquérants, intransigeants et sans scrupules. Après la Seconde Guerre mondiale, après ce traumatisme mondial, après ces plus de 50 millions de victimes, après cette découverte que l'homme peut s'autodétruire de façon aussi forte, il faut une structure internationale pour tenter de maintenir la paix. Comme l'avait tenté la SDN, la Société des Nations, durant l'entre-deux-guerres.
Mais l'ONU, cette fois-ci, se dote de moyens supplémentaires, se dote de structures comme les casques bleus, et l'ONU affirme aussi que chaque peuple, les 51 premiers États membres de l'ONU, de la conférence de San Francisco, sont avec des droits internationaux équivalents. Ainsi, la charte de l'Atlantique adoptée le 14 août 1941 proclame solennellement le droit qu'a chaque peuple de choisir la forme de gouvernement sous laquelle il doit vivre. Ce principe prend valeur universelle après la signature de la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945 à San Francisco. Dès la colonisation, il y a le refus, il y a la non-acceptation, qui dans un premier temps ne peut pas s'exercer parce que les puissances coloniales sont tellement fortes qu'aucun mouvement de protestation ne peut être entendu et puis ne peut être réalité. Mais progressivement, le système va se fissurer. Se fissure par quoi? Les deux guerres, 14-18, 39-45, où à chaque fois, du fait de la très forte participation des troupes des empires, des troupes coloniales dans les deux conflits, les soldats de ces colonies qui se sont battus pour leur mère patrie se disent après-guerre, mais il faut que j'obtienne enfin des statuts différents, il faut que enfin j'obtienne des droits, mais aucun droit. L'URSS, depuis l'époque de Lénine, se veut une force d'appui au mouvement d'émancipation des peuples colonisés dans le cadre de la Révolution mondiale. Ses dirigeants soutiennent systématiquement les pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie à la tribune de l'ONU dès 1947. Cette action est fréquemment relayée par des partis communistes nationaux européens. Les États-Unis, anciennes colonies anglaises émancipées, sont par tradition opposés à la possession de colonies. Pour s'assurer le soutien des peuples coloniaux, Roosevelt n'a pas hésité, pendant la guerre, à leur faire des promesses d'émancipation. Poursuivi par son successeur Truman, cette attitude critique à l'égard du fait colonial s'avère cependant plus ambiguë à partir de 1948. À cette date, en effet, les impératifs liés à la guerre froide imposent aux Américains le soutien au maintien de la tutelle européenne dans les zones menacées de tomber dans l'orbite soviétique. Dès sa création en 1945, l'Organisation des Nations Unies devient l'une des tribunes du débat colonial. Les tenants du statu quo et ceux de la décolonisation s'y affrontent dans des joutes enflammées. Conduite par l'Inde et l'Égypte et soutenue par l'URSS, le bloc anticolonial, qui comprend les pays d'Amérique latine et arabo-asiatique, parvient ainsi dès 1948 à infléchir l'action de l'ONU, en obtenant l'évolution des anciens territoires sous tutelle vers l'indépendance sous contrôle international. Leur combat exerce une véritable fascination sur les mouvements indépendantistes. Dans le camp de la décolonisation, on trouve les communistes, mais on trouve aussi les nationalistes. Et donc de ce côté-là, il y a le soutien de la Chine, il y a également le soutien de l'URSS. Et du coup, le jeu se complique par le fait que les États-Unis officiellement étaient anticolonialistes. Et donc, ils ne voyaient pas d'un bon œil la poursuite de la colonisation française en Indochine, mais stratégiquement, ils voyaient bien que l'effondrement de l'Indochine serait la prise du pouvoir par les communistes, donc élargirait la carte des pays rouges. La première étape, qui doit conduire à la décolonisation de l'Afrique noire française, a lieu 1 an avant la défaite de l'Allemagne nazie à Brazzaville, au Congo. C'est le chef de la France libre, le général de Gaulle, qui la convoque. Elle rassemble, du 30 janvier au 8 février 1944, les gouverneurs généraux et les gouverneurs des colonies françaises d'Afrique noire et de Madagascar, et est présidée par le commissaire national aux colonies, René Pleven. La Seconde Guerre mondiale rend inévitable une transformation profonde des structures coloniales, et le général souligne dans son discours d'ouverture la nécessité d'amener les Africains à participer à la gestion de leurs propres affaires, mais avec une restriction importante: toute possibilité d'autonomie ou de self-government ainsi que toute évolution politique en dehors de la France est à écarter. De Gaulle se retire de la politique en 1946 et entame ce qu'il appelle sa traversée du désert qui va durer 12 ans. Ce sont les événements d'Afrique du Nord et l'émergence des pays du tiers-monde qui contribuent à l'éveil des nationalismes en Afrique noire dans les années 50. Dans les possessions françaises, la marche vers l'indépendance est généralement consécutive d'une démarche progressive et pacifique. À la fin des années 40, ceux qui croient à l'indépendance, c'est quelqu'un comme Léopold Sédar Senghor, qui explique que la vocation de l'Afrique est de devenir indépendante un jour.
Mais tous ces gens étaient très liés au Parti français. Senghor était très proche de la SFIO. Félix Houphouët-Boigny a été d'abord très proche de Thorez et du Parti communiste, avant de se rallier à l'UDSR, l'Union démocratique et socialiste de la résistance de François Mitterrand. Et donc, en fait, c'est la guerre d'Algérie d'une part, et le retour du général de Gaulle d'autre part, qui va précipiter ce mouvement pour l'indépendance. Le processus s'accélère à partir de juin 1956, date à laquelle est votée par le Parlement français la loi cadre Defferre, qui institue une vie politique autonome dans les territoires d'outre-mer. 2 ans plus tard, le général de Gaulle leur offre le choix entre 3 options: le statu quo colonial, la sécession ou l'indépendance, tout en conservant des liens de coopération avec la France. En 1960, toutes les anciennes colonies d'Afrique noire choisissent la dernière solution, à l'exception de la Guinée qui s'est proclamée indépendante dès octobre 1958. Dès 1957, l'ancien protectorat du Gold Coast retrouve son autonomie, bientôt suivie par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda au cours des années 60. La plus vaste de toutes les colonies européennes en Afrique, le Congo belge, comme les autres possessions de la Belgique, Rwanda et Burundi, connaissent pour leur part une évolution plus chaotique. Se refusant longtemps à admettre toute idée d'indépendance, les responsables politiques belges favorisent l'émergence au sein de leur empire de mouvements extrémistes dont le leader le plus connu est Patrice Lumumba. La conférence tenue à Bandung, en Indonésie, du 18 au 24 avril 1955. Convoquée à l'invitation de 5 pays asiatiques, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, Ceylan et la Birmanie, elle réunit 24 autres participants, parmi lesquels les 2 Vietnams, la Chine, le Japon, l'Égypte, la Libye et le Libéria. Les délégués des pays présents, pour la plupart d'anciennes colonies ou protectorats, condamnent à l'unanimité le colonialisme, ainsi que la ségrégation raciale, et s'accordent sur la nécessité d'une assistance mutuelle dans les domaines techniques et économiques. À cet égard, la conférence de Bandung est marquée par l'émergence du tiers-monde sur la scène internationale. Le leader indien Nehru, soutenu par l'Égyptien Nasser, plaide notamment pour la création d'une 3e force internationale face aux 2 grands, qui regrouperait les pays afro-asiatiques. L'heure est au débat sur le non-alignement et le neutralisme. Mais certains pays, comme le Pakistan ou la Turquie, souhaitent conserver une alliance militaire avec les États-Unis. Un compromis est finalement trouvé avec la rédaction d'une charte sur la coexistence pacifique qui n'exclut pas la possibilité pour les pays signataires de nouer des alliances militaires. Les grands principes issus de la conférence de Bandung peuvent apparaître aujourd'hui comme une préfiguration de certaines préoccupations contemporaines telles que la stabilisation du prix des matières premières, la condamnation des ségrégations raciales ou bien encore le désarmement. On commence à comprendre là ce que M. Védrine exprime un jour dans un propos. Parmi les causes Il y a 1 externes, milliard on peut d'Occidentaux citer et 5 milliards d'autres des êtres 2 guerres humains. mondiales, Il la faut en tirer la participation des conséquence. Africains, de même que les Asiatiques aux 2 guerres mondiales, a permis quand même de vaincre ce qu'on a toujours qualifié de mythe de la supériorité de l'homme blanc, parce que dans les champs de bataille, cet homme blanc avait aussi peur que l'Asiatique ou l'Africain. Et plus tard, parce que ce mythe de la supériorité de l'homme blanc a été vaincu, les puissances colonisatrices vont donner des droits aux colonisés. Il y a également le fardeau colonial. Alors, le fardeau colonial, c'est rien d'autre que, disons, un cri de cœur des populations occidentales. Alors, ce cri de cœur a été relayé et vulgarisé par le journaliste Raymond Cartier, qui déjà disait que les populations occidentales participaient par un fort tribut à améliorer les conditions de vie des populations africaines par la construction de voies ferrées ou de chemins de fer et même d'hôpitaux ou de dispensaires. Donc la colonisation en réalité coûtait trop cher. Il y a également parmi les causes externes l'action de l'ONU. À sa création en 1945, l'ONU va devenir dans les années 1950 une tribune privilégiée pour réclamer l'indépendance, bien sûr toujours aux puissances colonisatrices. Les 2 super grands, comme
les États-Unis et l'URSS étaient foncièrement opposés à l'oppression plutôt des populations africaines ou asiatiques, parce que n'oublions pas que les États-Unis ont combattu le nazisme et le fascisme. D'ailleurs, c'est ce qui avait mené l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale. On peut aussi citer que l'Église, qui au départ était pour une occupation de l'Afrique, va commencer à se désolidariser, parce que le bien fondé de la colonisation quand même n'est plus de mise. Il y avait beaucoup d'atrocités qui étaient commises par les puissances occupantes. Donc face aux causes externes, il y a également des causes internes. Parmi les causes internes, c'est bien sûr la prise de conscience des Africains. On va d'abord citer la prise de conscience de la paysannerie, parce que l'occupation de l'Afrique et de ses terres, c'était une imposition des cultures commerciales, particulièrement la culture de l'arachide ou bien du cacao, donc des cultures commerciales au détriment des cultures vivrières. Et les paysans subissaient une expropriation des terres, n'est-ce pas? C'était aussi pour ces populations africaines le forçat, donc un travail forcé sans être rémunéré. Et bien sûr, tout ça a contribué à une prise de conscience des Africains, sans oublier la participation de ces mêmes Africains aux efforts de guerre pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et au retour, on va y avoir un nouveau type d'Africain qui va prendre conscience de son exploitation par les colonisateurs. Alors, parmi les facteurs internes, on peut aussi citer le nationalisme qui a été porté par les intellectuels africains, également par l'émergence de syndicats. Alors, les intellectuels sont très tôt regroupés pour combattre le colonialisme. On peut citer une grande fédération comme la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui regroupait l'ensemble des étudiants africains qui vivaient à l'époque en France pour mener un combat contre la colonisation. Il y avait également l'émergence de grands syndicats à l'époque comme la CGT. La CGT, c'est la Confédération Générale des Travailleurs. Il y avait aussi l'UCTAN. L'UCTAN, c'est l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique noire, ou bien la FO. La FO, c'est la Force ouvrière. Comme il va y avoir également la naissance de partis politiques. Alors, les partis politiques, c'est en fait un prolongement du combat qui était mené par les intellectuels. Et enfin, parmi les causes internes, on peut citer l'émergence du tiers-monde. Alors, l'émergence du tiers-monde va voir le jour avec la conférence de Bandung, qui va se tenir entre le 18 et le 24 avril 1955. C'est juste le début d'une série de conférences qu'on va appeler la conférence des pays des non-alignés. Donc, il va y avoir beaucoup de leaders charismatiques qui vont porter le combat. Et les principaux acteurs de la décolonisation, on va essayer de voir ça avec une autre vidéo. Du Parti communiste français, Nguyen Anh Quoc, le futur Ho Chi Minh, milite pour l'indépendance du Vietnam. Il fonde en 1930 le Parti communiste indo-chinois, puis profite de la défaite française de 1940 et de l'invasion de la péninsule par les troupes japonaises pour créer l'année suivante la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, le Viet Minh. Il recrute notamment un homme qui sera l'artisan des victoires militaires du Viet Minh, Vo Nguyen Giap, le futur général Giap. Des hommes ont été les grands acteurs de cette époque. Né le 19 mai 1890 dans une des provinces du nord du Vietnam, Ho Chi Minh, qui veut dire celui qui éclaire en vietnamien, est issu d'une famille modeste. Une fois ses études achevées, il part pour l'Europe en 1910. Il séjourne en France et en Angleterre, où il rencontre les dirigeants socialistes de l'époque. Il adhère aux thèses du futur Parti communiste français lors du congrès de Tours en 1920. Après plusieurs voyages en Union soviétique, il fonde en 1930 le PCI, le Parti communiste indo-chinois. Aidé par l'URSS, il développe les réseaux nationalistes au Vietnam. En 1941, il crée la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, dont l'abréviation va devenir célèbre, le Viet Minh.
Il lutte tout à la fois contre la présence française et l'occupant japonais jusqu'en août 1945. Le 2 septembre 1945, il proclame l'indépendance du pays et la création de la République démocratique du Vietnam. Né officiellement en 1903 à Monastir, Habib Bourguiba effectue des études de droit à Paris, avant de se lancer en politique au début des années 30. Il adhère ainsi au Parti nationaliste d'Estour, créé en 1920, qui réclame de profondes réformes démocratiques. En mars 1934, il rompt avec ce mouvement et fonde avec d'autres militants son propre parti, le Néo d'Estour, avec pour objectif de conduire son pays à l'indépendance. Il parvient dès 1937 à s'imposer comme le seul leader nationaliste tunisien. Après avoir tenté vainement de négocier avec le gouvernement français, il choisit l'épreuve de force et passe dans la clandestinité. Inculpé en juin 1939 pour conspiration contre la sûreté de l'État et incitation à la guerre civile, Bourguiba est emprisonné en Tunisie puis en France et ne retrouve la liberté qu'en juin 1943. Étroitement surveillé par le gouvernement français à la Libération, il parvient à s'enfuir en Égypte au printemps 1945 et tente de trouver des appuis dans les pays étrangers. L'arrivée de Pierre Mendès France comme président du Conseil fait considérablement évoluer la situation. Par le discours de Carthage du 31 juillet 1954, la France s'engage à reconnaître l'autonomie de la Tunisie. Le 20 mars 1956, le pays devient indépendant, mais Bourguiba n'en prend la tête que le 25 juillet 1957. 30 ans d'un pouvoir sans partage, il est finalement destitué le 7 novembre 1987 avant de s'éteindre le 6 avril 2000. Né le 2 juillet 1925 à Onaloua, dans ce qui est alors le Congo belge, Patrice Lumumba est le fils d'un paysan pauvre. C'est un élève brillant, fréquentant les établissements catholiques des missionnaires belges. Membre de l'élite africaine locale, il se lance dans la vie politique embryonnaire dans les années 1955-1956 et fonde en 1958 le mouvement national congolais qui revendique l'indépendance. Arrêté par les autorités belges en janvier 1960 et condamné à 6 mois de prison, Lumumba est libéré quelques jours plus tard pour prendre part aux discussions qui mènent en quelques semaines le Congo à l'indépendance. Son parti ayant obtenu la majorité des sièges aux élections législatives de mai 1960, il devient le premier ministre du Congo indépendant. Manifester leur nationalisme dans les partis politiques. Alors des leaders charismatiques, comme j'ai eu à le dire tout de suite, par exemple en Inde, il y avait Mahatma Gandhi, il y avait Nehru, il y avait aussi en Algérie Ferhat Abbas. Alors nous allons présenter ces leaders charismatiques asiatiques et africains. Parmi les figures emblématiques de la décolonisation, on peut noter le cas de Ferhat Abbas, par exemple en Algérie. Alors il va instituer un Front de Libération Nationale, FLN, qu'on appelle aussi le Front de Libération Nationale. Alors, il va combattre l'occupation française et mener résolument le peuple algérien vers l'indépendance avec l'avènement, plus tard en 1958, ce qu'on appelle le gouvernement provisoire de la République algérienne. La décolonisation a été également un combat de Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Alors, il a mené ce combat contre, bien sûr, la France. Il va après être le premier président de la République de la Côte d'Ivoire entre 1960 et 1993. En Guinée-Bissau, on peut noter l'action de Cabral, donc Amical Cabral, né en 1921. Il va mener la lutte contre les Portugais. Alors, comme tout leader qui a eu à combattre les puissances occupantes, il va être assassiné. D'ailleurs, beaucoup de leaders africains vont être assassinés. On peut noter Lumumba. Même après l'indépendance, des leaders comme Thomas Sankara vont subir le même sort. En Afrique, c'est le cas de Patrice Lumumba, tout comme Kwame Nkrumah, le chef de file du panafricanisme, va être également éliminé. Donc tous les leaders qui ont eu à manifester leur volonté vont être systématiquement assassinés. Pour le cas de l'Asie, on a déjà présenté Ho Chi Minh, donc l'oncle Ho, pour les familiers, les proches. Donc lui aussi, il va combattre l'occupation française, va combattre les Japonais, également les Américains, pour que le Vietnam, donc l'Indochine, accède à l'indépendance.
Alors, parmi les figures de la décolonisation, je vous présente Habib Bourguiba. Alors, Habib Bourguiba va mener le combat sur un plan politique et va faire accéder la Tunisie à la souveraineté internationale. Alors, son action va avoir également une influence sur l'Algérie qui va entamer la guerre de libération. Alors, l'émancipation des populations africaines, c'est comme un effet de domino. Donc, les décolonisations en Asie vont influencer l'Afrique du Nord et celles de l'Afrique du Nord vont influencer l'Afrique noire. En Angola, plusieurs fronts vont s'ouvrir. Je veux citer en particulier le MPLA, n'est-ce pas, et le FNLA, le Front National de Libération de l'Angola, qui vont tous combattre bien sûr contre l'occupation portugaise. Donc deux figures emblématiques de la décolonisation en terre africaine. Quant à Agostinho Neto, il va mener bien sûr le combat contre le Portugal et va sortir victorieux de la résistance et devenir le premier président de la République de l'Angola. Alors nous ne pouvons terminer cette présentation des leaders asiatiques et africains sans évoquer Kwame Nkrumah, figure très emblématique de la résistance, de la lutte contre la colonisation. Donc sa pensée était que l'Afrique devait s'unir. Donc les leaders vont contribuer à cela en mettant en place dans les années 1960 l'organisation de l'unité africaine pour bien sûr une indépendance totale de l'Afrique. Pourquoi Nkrumah, il fallait combattre bien sûr toute forme d'oppression et ce panafricanisme va être bien sûr érigé en cheval de bataille dans d'autres parties de ce monde. On se rappelle encore la conférence de Bandung, mais ça ne sera que le début d'une autre série de conférences qui vont se tenir dans différentes parties du globe et qu'on va appeler la série des conférences des non-alignés. En guise de conclusion, on peut affirmer que ce sentiment de nationalisme qui est né en Afrique, on va appeler le panafricanisme, dont le chef de file c'est Kwame Nkrumah. En Asie, l'asiatisme, dont le chef de file c'est Gandhi. Et bien sûr, ailleurs, sur le monde arabe, on va parler de arabisme ou bien de panarabisme avec Gamal Abdel Nasser.